et tout ça. Les professeurs doivent, je vais travailler pour que mes élèves réussissent. Si un seul élève ne réussit et échoue, je ne peux pas dormir. Parce que le but pour moi n'est pas que les élèves échouent. Donc, je donne mon temps pour que je sois très bien compris. Je dois aider l'élève le plus faible à comprendre et puis pour qu'il soit utile à la communauté. Parce que quand il échoue, c'est nous tous qui sommes perdants. Cette conscience, nous on l'a perdu. Donc quand je parle des dialogues, je ne parle pas seulement qu'on va s'asseoir maintenant pour dire désormais on ne fait plus ça. Non. C'est des comportements de tous les jours qui feront que s'il y a un deuil quelque part, sauf si je ne suis pas au courant. Quand je suis au courant, je sais que la solidarité veut qu'on aille assister la personne qui est affectée. Je vais aller je vais passer un temps avec la personne qui est affectée. C'est de la solidarité. Ce n'est pas mettre de l'argent qui est important ou mettre une enveloppe, mais c'est déjà aller assister cette personne, voir, ah, mais bon, vous êtes affecté, que Dieu ait l'âme du monde, et ainsi de suite. Ça, c'est de la solidarité. Donc, ce n'est pas une solidarité limitée. Et le dialogue aussi n'est pas un dialogue institutionnel. Nous devons dialoguer partout. Ce que nous sommes en train de faire, il faut créer des occasions comme ça. Nous organisons aussi des cours dans le cadre de notre laboratoire anthropologique de la Renaissance africaine. Donc, comme vous avez laissé les adresses, nous allons vous contacter pour ce qui est des cours. Mais dans les cours, nous enseignons. C'est-à-dire que vous devez comprendre Dieu, c'est comment. Comment nous devons nous comporter envers Dieu, envers les hommes, envers les enfants, ainsi de suite. C'est ça l'identité. Et nous avons perdu tout ça. Vous voyez donc, ce n'est pas un dialogue limité à la chose politique, à la chose économique. Ce n'est pas exclusif. C'est partout où nous sommes, nous devrons nous parler et nous assister, mutuellement. Concernant un certain nombre de faits qu'on vient d'évoquer ici, on avait soulevé un problème de la justice plus loin, et quelque part on a soulevé le problème d'obstacles. Je pense que ce sont des aspects importants que peut-être plus tard, que vous pourriez peut-être plus tard dans une version future de votre ouvrage, d'aller plus en profondeur. Pourquoi je le dis? Parce qu'en ce qui concerne d'abord l'identité, je voulais seulement souligner, parce que c'est les 50 ans des indépendances, que dans le bilan d'Afrique, c'est là où vraiment nous devrons mettre le point sur les i en ce qui concerne l'action des décideurs en Afrique. Dès l'accession dans les années 60 de nos États à l'indépendance, l'un des éléments clés, c'était retrouver notre identité culturelle. Et retrouver notre identité culturelle signifiait qu'il fallait accorder une priorité absolue à la culture, à la redécouverte de notre identité. Or que globalement, tous les pays africains, 50 ans après, n'ont pas mis le moyen qu'il fallait en ce qui concerne l'identité culturelle. Or que ça a été un des éléments de revendication clés à l'accession à l'indépendance. Là, c'est vraiment un premier élément qu'il faut relever, que sur le plan des politiques culturelles, il fallait que nos États mettent des moyens. Même des États où il y a eu la négritude, le recours à l'authenticité et d'autres courants, ils n'ont pas mis de moyens qu'il fallait au service de l'identité culturelle. Au contraire, ils ont utilisé ce moyen pour asseoir leur pouvoir. Ça a été une des lacunes au terme de 50 ans et qui appelle vraiment une nouvelle formulation de politique culturelle globale où vraiment l'identité et la culture va être d'importance capitale. En ce qui concerne l'identité aussi, il faudrait le souligner, mais l'Union africaine a décrété la diaspora 6e région. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie en termes clairs, c'est un problème de responsabilité politique, de vision. Nos enfants qui naissent ici ne doivent pas tous ensemble globalement quitter l'Europe ou l'Amérique pour aller rechercher en Afrique. C'est les leaders africains, les décideurs africains qui doivent comprendre que nous avons des enfants qui sont de l'autre côté, qui doivent amener le patrimoine dans nos ambassades. Il faut dire qu'il y ait des grands centres culturels alimentés où un enfant qui veut faire des études sur son pays, il va sur l'ambassade ici, il a tout ce qu'il faut. Et si certains pays sont pauvres, est-ce que l'Union africaine qui a décrété la diaspora 6e région, ne peut-il pas monter des grands centres culturels africains dans tous les pays, en Europe, en Occident? Ça, c'est une responsabilité. Ça, il faut interpréter les politiques. Ils doivent s'investir pour que les enfants
qui sont dans la diaspora puissent avoir à s'apporter l'identité, le voir avec les autres. Ils ont, que ce soit les États-Unis, la France, il y a des centres culturels partout dans nos pays. Et pourquoi nous ne ferons pas le reste pour que notre identité soit plus proche de nos enfants? C'est un problème de responsabilité politique et de responsabilité sociale. En ce qui concerne les obstacles, je voulais dire que nous ne devons pas minimiser, les obstacles sont réels. Il y a des obstacles africains et les obstacles qui sont d'ordre de la mondialisation. Dans la mondialisation, le fort va dominer les autres. Ils veulent s'implanter partout. Et dans cette domination, il doit y avoir une poignée de gens qui doivent utiliser pour leur permettre d'asseoir leur domination à tout moment. Donc l'Afrique est considérée comme un réservoir. L'Afrique étant un réservoir pour le puissant, il est tout à fait normal pour ceux pour qui l'Afrique est un réservoir de monter des obstacles pour que l'Afrique ne puisse pas redevenir l'Afrique. Parce que si l'Afrique redevient l'Afrique et qu'il n'est plus un réservoir, il y aura bien un problème sur le plan économique et stratégique. D'où il y a une fausse élite que nous appelons élite européenne d'origine africaine. Et vous verrez dans le positionnement politique en Afrique, les grandes puissances appuient plus des élites occidentales d'origine africaine. Parce que quand elles sont à la tête des pays africains, elles peuvent vous permettre le courant. Et automatiquement, ces élites deviennent des obstacles. Comme on venait de le dire, c'est vraiment un obstacle. Un autre obstacle, c'est que quand tu ne sais pas toi-même dialoguer avec toi-même, mais comment tu peux dialoguer avec un autre? Là, je t'interpelle pour ajouter l'aspect philosophique. Donc, les élites dont vous parlez, il y a un obstacle parce qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une éducation, une formation qu'ils ont reçue dans des grandes universités occidentales qui les mettent en inadéquation totale avec leur peuple. Donc, ils ont d'abord un propre problème, ces élites-là. Ils ne peuvent pas dialoguer avec elles-mêmes, donc ils ne peuvent pas dialoguer avec le peuple. Ça, c'est vraiment un problème, un autre obstacle. En ce qui concerne la justice, c'est un élément important. S'il n'y a pas de justice, tout ce que vous venez de dire ne nous permettra pas de restaurer le dialogue. Parce que dès que vous avez présenté votre panorama, c'est une remise en question, en fait, de notre fonctionnement, de notre moyen de la vie en société. Or, le monde que vous proposez est un monde juste, c'est un monde de justice. Donc, quelque part, que nous voulions ou non, le problème de la justice va revenir pour restaurer le dialogue. Parce que dans une société d'impunité, dans une société de western, il sera difficile, M. Mohamed, que nous puissions restaurer le dialogue entre les élites et le peuple. Donc il y a un problème. Les élites, donc ce que moi je propose, il faut qu'il y ait un dialogue africain des élites. C'est-à-dire le dialogue des élites avec l'Afrique. Les élites elles-mêmes ne connaissent pas l'Afrique. La preuve, l'Union africaine est incapable de monter les États-Unis d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des élites d'origine francophone, anglophone, lusophone. Il y a plusieurs barrières, plusieurs obstacles qui empêchent même les élites de dialoguer entre elles. Ces élites qui sont incapables de dialoguer totalement, entièrement entre elles, peuvent-elles dialoguer avec le peuple africain? C'est un problème. Donc là, ce sont quand même des obstacles que je voulais soulever. Donc moi, je pense qu'il y a des élites formatées, qui ont été formatées pour ne pas servir les intérêts africains. Donc il faut le déformatage des élites africaines, et qui est un élément essentiel pour que les élites puissent donc dialoguer avec le peuple et se retrouver dans la solidarité. C'est vous, mais c'est Mahouet ou bien nous tous? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Merci. Par rapport au changement de nom, alors à ce niveau, vous êtes beaucoup appétentis sur les noms qui sont venus avec la religion chrétienne. Quand le blanc venait, effectivement, en Afrique, il est venu avec la Bible dans une main et l'épée dans l'autre. Donc, on a reconverti, effectivement, ce qui avait des noms africains à la nouvelle religion chrétienne. On a plusieurs noms chrétiens chez les femmes comme chez les hommes. Il y a Pauline, il y a Marceline, il y a Paulin, il y a etc. Mais ce n'est pas que seulement l'Afrique n'a pas connu seulement l'intrusion des colons avec la religion musulmane, la religion chrétienne, mais il y a eu avant effectivement l'envahissement effectivement du continent par les colons. Alors il y a d'abord au 9e, 10e siècle la présence des Arabes. Il y a eu le fameux commerce transsaharien, quand les
les Arabes quittaient effectivement l'Amérique du Nord, alors pour l'Afrique du Nord, pour l'Afrique, alors l'Afrique noire, l'Afrique blanche pour l'Afrique noire. Alors il y a eu un véritable changement de nom. On a perdu beaucoup de nos noms africains au profit des noms arabes. Les Seydou, les Sekou, les Fousséni, les Youssouf, ce sont les noms. Les Aminata, les Mariam, ce sont les Fatoumata, ce sont les noms musulmans. Donc il y a une part d'identité, effectivement, de nos anciens noms, alors africains. Donc il y a une crise en ce moment. Quand on me dit Aminata, Aminata représente quoi dans la vie africaine? Seydou, Sekou représente quoi en tant que non-musulman? Donc nos noms africains, comme Inchi, Ngolo, effectivement, nos anciens, comme vous l'avez dit, avec des significations profondes. Les événements au cours desquels les enfants étaient nés, prenons les noms de ces événements-là. Donc chaque nom était chargé d'un contenu. Donc chaque événement au cours duquel l'enfant était né, il prenait directement le nom de cet événement-là, comme Sungalo. Sungalo, ça veut dire le mois de carême. Peut-être les enfants nés durant le mois de carême, ils prenaient le nom Sungalo en Bambara, donc ça veut dire mois de carême. Dans ma tête, la confusion entre l'élite du mot français et l'élite considérée par la définition de M. Maouité. Est-ce qu'on ne commencerait peut-être pas par remettre les choses en place? C'est-à-dire, en Afrique, chacun avait sa place. Et comme il a dit tout à l'heure, l'Afrique, la plupart du temps, c'était une société matriarcale et donnait la place à la femme. Parce que souvent, on oublie cette personne-là, qui est toujours là et qui maintient la société africaine, même si elle est devenue misérable aujourd'hui. Parce que sans la femme, je pense que l'Afrique aurait peut-être disparu. Parce que quand on prend dans la plupart des pays, en tout cas moi je viens du Congo, n'eût été les femmes aujourd'hui, je ne sais pas ce que deviendraient nos hommes, c'est pas pour dire que je suis féministe ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas ce que deviendraient nos hommes politiquement parlant. Là pour moi je pense que quand on voit, excusez-moi de rentrer vraiment dans la politique, mais on voit un président inviter un autre président avec quelqu'un qui est en guerre et avoir 2 heures de retard par rapport à une cérémonie de 50 ans d'indépendance. Alors je ne sais plus ce qu'on célèbre là. Est-ce que c'est l'indépendance qu'on célèbre ou est-ce que c'est vraiment le gouffre qu'on célèbre? Est-ce que ça ne serait pas peut-être bien de remettre et de mettre en avant les femmes pour que cette Afrique puisse s'en sortir aujourd'hui? Parce que la femme, c'est elle qui donne la vie, parce que la femme, c'est elle qui perpétue les traditions, parce que la femme, c'est elle qui sauve les traditions aujourd'hui. Alors, j'aimerais savoir. Professeur Maouité, c'est une anecdote, c'est juste pour vous aider.